Nous allons voir comment les catégories que l'on nomme formelles, informelles et non formelles se voient interrogées dans le cadre des territoires patrimonialisés et en particulier au sein des géoparcs. Alors tout d'abord, nous allons revenir sur ces catégories qui ont été définies initialement par l'UNESCO et la Commission européenne. Alors si on reprend ces définitions un peu canoniques qui datent de 2000, l'éducation formelle serait l'éducation qui se déroule dans des établissements d'enseignement et de formation et qui déboucherait sur l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification reconnue. À cette éducation formelle serait opposée l'éducation non formelle qui, elle, aurait lieu dans des structures d'enseignement et de formation, mais qui n'aboutirait pas à l'obtention de certificats officiels. Donc par exemple, c'est l'éducation qui pourrait avoir lieu dans un lieu de travail, dans une association, un syndicat, un parti politique par exemple, et plus exactement, dans le cadre de la muséologie, on dit que l'éducation non formelle aurait lieu donc dans les musées et au sein des territoires patrimonialisés. À l'éducation formelle et à l'éducation non formelle, une troisième catégorie s'ajoute, l'éducation informelle. Alors cette éducation informelle définie par l'UNESCO et l'OCDE est l'éducation du quotidien qui en fait n'est pas intentionnelle et qui ne peut pas être reconnue par les individus eux-mêmes comme étant une éducation qui leur apporterait directement des connaissances et des compétences. Donc ce qui est très important, c'est cette notion d'intentionnalité et de prise de conscience de l'individu éduqué de cette éducation. Donc ça veut dire que ces catégories, elles interrogent trois choses. Elles interrogent l'apprentissage, elles interrogent le savoir et elles interrogent les lieux, les milieux. En ce qui concerne l'apprentissage, donc je viens de le dire, ce que l'on définirait comme étant un apprentissage informel serait un apprentissage qui ne serait pas réalisé de manière intentionnelle par la personne qui serait éduquée. À l'inverse de l'apprentissage formel qui se ferait en conscience par la personne formée. Après l'apprentissage, on distinguerait les savoirs formels et les savoirs informels. Les savoirs formels sont les savoirs qui sont reconnus par l'institution scolaire et qui font partie de ce qu'on appelle la culture scolaire. Et à côté de cela, il y aurait des savoirs qui n'auraient pas ce statut, donc des savoirs du quotidien, des savoirs informels. Et des savoirs qui pourraient par exemple faire partie du patrimoine culturel. Concernant les lieux, les milieux, on peut également opposer les lieux d'éducation formelle et les lieux d'éducation non formelle. Alors, les lieux d'éducation formelle, de manière générale, ce sont les lieux donc, de l'école, de l'université, le milieu scolaire, et qu'on oppose en muséologie, donc par exemple au milieu non formel qui est le musée, qui est le territoire patrimonialisé, qui est le géoparc. Alors la différence entre ces deux institutions d'éducation différentes, elle se situe à plusieurs niveaux. À l'école, l'éducation est basée sur un curriculum qui est prescrit, tandis que par exemple au musée, l'éducation est basée sur une exposition, par exemple, mais pas que, principalement sur l'exposition, et donc la différence est essentielle puisque d'un côté on a un curriculum prescrit, donc on a une programmation, une progression de l'apprentissage, les savoirs sont légitimés et cette éducation est basée sur des textes, des outils et des médias, et de l'autre côté l'éducation est basée sur une trame narrative quand il s'agit d'éducation qui se fait dans une exposition, et essentiellement cette éducation se fait incidemment, c'est-à-dire que c'est à l'occasion du parcours de la personne dans l'exposition qu'elle va réaliser des apprentissages. Et les savoirs sont choisis dans l'exposition selon un point de vue.
Et cet apprentissage repose donc sur des textes, des objets et l'espace également qui a une grande importance. Une deuxième différence entre le milieu formel et le milieu non formel concerne les objectifs. Donc les objectifs d'un côté sont basés sur des compétences dans le milieu formel, alors que de l'autre côté, les objectifs dépendent de partis pris. Par exemple, dans une exposition, est-ce que l'objectif de l'exposition, ça va être de faire savoir, faire ressentir, faire débattre, par exemple, alors que de l'autre côté, les connaissances, les compétences et les attitudes sont plutôt privilégiées. Les sujets qui se retrouvent dans ces milieux ne sont du coup pas les mêmes. Du côté de l'éducation qui a lieu en milieu formel, eh bien, l'élève est un individu qui est évalué, alors que du côté de l'éducation qui a lieu en milieu non formel, l'élève n'est pas forcément évalué et est plutôt un individu qui est appréciateur et qui va pouvoir porter un jugement, notamment sur l'exposition ou sur le milieu qu'il découvre. Et quand on reprend ces catégories, donc formel, non formel, informel, et qu'on s'attache à regarder en quoi elles impactent les apprentissages, les savoirs et les milieux, finalement, il y a deux notions essentielles qui se voient interrogées. La première notion est celle de forme scolaire. Alors, qu'est-ce qui est appelé forme scolaire? Elle a été définie par Guy Vincent comme une forme de socialisation, c'est-à-dire que cette éducation, elle a lieu dans un univers qui est séparé de la vie quotidienne, avec un temps dédié, dans un espace dédié, avec des finalités qui sont endogènes, qui sont propres à l'école, et avec une part de l'écrit qui est très importante. La deuxième chose qui se voit interrogée par ces catégories, c'est la notion de culture scolaire, qui a été définie donc par Chervel. Et là, ce qui est regroupé par la culture scolaire, c'est l'ensemble des savoirs qui se retrouvent légitimés par l'école, qui se retrouvent produits pour l'école et définis par l'école. Et finalement, ce qui regroupe tout ce qu'il n'est pas permis d'ignorer lorsque l'on va à l'école. Donc, et qui résulte d'une sélection par l'école. Alors, dès lors, comment l'éducation qui a lieu dans les géoparcs interroge ces catégories de formel, de non formel et d'informel? Tout d'abord, elle se voit interrogée par le type d'éducation qui a lieu dans les territoires patrimonialisés et dans les géoparcs. L'éducation qui y a lieu renvoie à ce qu'on appelle les éducations A, c'est-à-dire les éducations au patrimoine, à l'environnement, au développement durable et au territoire. La particularité de ce qu'on appelle ces éducations A, c'est de ne pas renvoyer à des disciplines scolaires sensu stricto et de renvoyer à des valeurs, à des finalités et à des savoirs qui dépassent le cadre scolaire. Et cela implique, par exemple, l'apprentissage de certaines attitudes, de certains comportements qui vont avoir de l'impact en dehors de l'école. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans le contexte d'hyperpatrimonialisation qui a lieu au sein des géoparcs, c'est-à-dire que de manière générale, les géoparcs en France sont labellisés dans des territoires qui sont déjà patrimonialisés, déjà parcs naturels régionaux. Il y a une tradition par rapport à l'éducation qui est de s'inscrire dans le courant de l'interprétation. L'interprétation va conduire plus exactement à une éducation qui se base sur le ressenti, sur le vécu, sur le fait de s'approprier le milieu en y étant plongé et en le ressentant, ce qui est a priori opposé à la manière dont les apprentissages se font à l'intérieur de l'école avec un curriculum prescrit et des éléments de programme qui sont basés beaucoup plus sur la rationalité que sur l'affect.
Au sein de ces territoires patrimonialisés que sont les géoparcs, comme au sein des parcs naturels régionaux, qui sont souvent les mêmes territoires en France, comme nous l'avons déjà vu, il y a des partenariats qui ont lieu donc, entre l'école et ces milieux d'éducation non formelle. Et ces partenariats aboutissent à des rencontres entre l'école et le géoparc et qui ont deux conséquences. La première conséquence, c'est que des savoirs qui sont considérés comme étant informels, donc on l'a dit, c'est-à-dire des savoirs locaux, des savoirs traditionnels, des savoirs qui sont liés à tout ce patrimoine naturel et culturel, vont rentrer à l'intérieur de l'école. Et donc, on pourrait considérer que ces savoirs informels, voire ces savoirs du quotidien, vont pouvoir pénétrer la sphère scolaire. A contrario, étant donné que la labellisation des géoparcs se fait par le développement de l'éducation au sein du géoparc à l'intérieur du milieu non formel, eh bien, on constate, et c'est ce que j'ai pu étudier en me penchant sur la communication des géoparcs français en matière d'éducation, il y a une conformation des savoirs qui sont donnés à l'intérieur du géoparc aux savoirs scolaires. Et d'ailleurs, on se rend compte que quand on regarde les programmes de géologie de 4e, par exemple, ou même de lycée, anciennement première S, il y a une très forte correspondance entre les savoirs qui sont divulgués au sein du géoparc et les savoirs qui sont à l'intérieur des programmes. Alors, on peut se demander si ces savoirs se retrouvent au sein du géoparc parce que, à l'origine, étant donné que ce sont des savoirs qui sont liés à la géologie, eh bien ce sont des savoirs plus scientifiques qui se retrouvent intégrés dans ces territoires patrimonialisés, ou bien s'il y a aussi une conformation des géoparcs aux attentes de l'école. Mais de manière générale, ce que l'on peut constater lorsqu'il y a des partenariats entre l'école et des territoires patrimonialisés, comme par exemple entre l'école et des parcs naturels régionaux, c'est que souvent, le parc naturel régional vient là en appui pour illustrer des points de programme, donc c'est-à-dire pour finalement faire de l'éducation scolaire en milieu non scolaire. Par exemple, dans le parc naturel régional du Luberon, qui est également un géoparc, on constate que le partenariat entre l'école et donc ce territoire patrimonialisé se concrétise par une épreuve, une sorte de certification qui a lieu en fin de 3e, une sorte de brevet qui a vocation à terminer la formation ou à certifier la fin de la formation des collégiens au sein de ce territoire. Et là, on voit bien qu'il y a une hybridation entre ce qu'on pourrait appeler le formel et le non formel, c'est-à-dire que cette certification ne va pas avoir de valeur véritablement officielle dans le curriculum prescrit, mais elle va avoir une valeur symbolique par rapport aux collégiens qui auront eu cette éducation au sein du parc naturel régional qui est également géoparc. Cette hybridation est notée par de nombreux auteurs entre donc, le formel et le non formel dans ces territoires patrimonialisés, notamment par Angela Barth et Yves Alp dans un article récent. Et effectivement, on peut se poser la question de cette hybridation entre ce qu'on appelle le formel et le non formel. Néanmoins, si l'on revient à la définition de la forme scolaire comme étant une forme de socialisation, on peut se demander si c'est davantage la forme scolaire que la culture scolaire qui se voit interrogée. C'est-à-dire, est-ce que c'est véritablement la forme de socialisation qui a lieu dans ces milieux que les savoirs qui se voient légitimés, c'est-à-dire, on voit bien qu'il y a ici une circulation des savoirs entre le milieu extrascolaire vers le milieu scolaire et du milieu scolaire vers le milieu extrascolaire.
Et on voit bien que des savoirs qui, à la base, n'étaient pas reconnus forcément par l'institution scolaire se voient légitimés. Et de l'autre côté, on voit que les territoires patrimonialisés cherchent eux-mêmes à s'inscrire dans ces savoirs légitimés, c'est-à-dire dans le curriculum, pour eux-mêmes jouer finalement leur légitimation. Les notions qui ont été abordées dans cette vidéo renvoient à de nombreux auteurs et vous pouvez vous référer à la bibliographie qui est sous cette vidéo pour en savoir davantage.